Les portes du commissariat d'Oakidge claquèrent comme si le destin les avait frappés. Un berger allemand, couvert de boue et de sang, haletant comme s'il venait de fuir l'enfer, s'effondra sur le linoléum. Attaché à son dos par un tissu déchiré se trouvait le corps immobile d'une petite fille. Ses cheveux étaient emmêlés de sang et de terre, son visage était pâle, ses bras étaient inertes. « Mon Dieu !» murmura l'adjoint Larson, déjà lancé à toute vitesse. Le chien grogna faiblement, l'avertissant de ne pas le toucher. Même au bord de l'effondrement, il la protégeait toujours. Le shérif Mason Cooper se leva de son bureau, un frisson lui parcourant l'échine. « C'est la fille de Jack Mitchell, dit-il. Emma, 8 ans, disparue depuis 72 heures. » Et le chien, demanda Larson en s'agenouillant tandis que les ambulanciers se précipitaient. Cooper n'eut pas besoin de réfléchir. C'est Hunter. Le temps ralentit tandis qu'il libérait Emma et commençait à lui prodiguer les premiers soins. Les yeux ambrés du chien ne quittaient pas son visage, même lorsque le sang s'accumulait autour de ses pattes, même lorsque sa respiration devenait saccadée. 3 fléchettes tranquillisantes ne l'avaient pas arrêté. Dieu seul sait ce qu'il avait dû endurer pour ramener cette fille à la maison. Le silence retomba lorsqu'une femme en tailleur noir entra, secouant son imperméable. Son badge brillait sous son coupe-vent du FBI. L'agent Cassidy Reynolds jeta un coup d'œil au chien et murmura, « Il essaie de nous dire quelque chose. » Sur ces mots, Hunter accomplit l'impossible. Il se releva, se tourna vers la porte le corps tremblant de douleur et se retourna avec une expression reconnaissable entre mille, même pour les sceptiques, « Suivez-moi. » Hunter n'était pas qu'un chien ni pour les Mitchell, ni pour Oakidge, et encore moins pour Emma. Il avait été recueilli dans un refuge 3 ans auparavant, un berger allemand grisonnant et silencieux, avec une entaille à l'oreille et des cicatrices sur le flanc, tel un vieux guerrier. On disait qu'il avait 5 ans, mais il paraissait plus vieux, comme s'il en avait déjà vu plus que la plupart des êtres vivants. Jack Mitchell ne voulait pas de lui. Il ne désirait presque rien à ce moment-là. Sa femme Sarah avait été assassinée chez eux, et Jack, ancien marine respecté devenu entrepreneur, s'était noyé dans le chagrin, avait troqué ses médailles de guerre contre du whisky et s'était perdu dans un brouillard de silence et de culpabilité. Il n'avait accepté de garder le chien que parce qu'Emma refusait de quitter le refuge sans lui. Elle était passée devant les chiots et les chiens de compagnie, s'était agenouillée devant le berger malmené et avait dit, « Celui-là. Il a les yeux tristes comme les miens. » Hunter resta donc, et ils devinrent inséparables. Emma lui confia des secrets que personne d'autre ne connaissait. Elle époussetait son manteau et lui murmurait des histoires au lit. Et quand les cauchemars survenaient, les souvenirs hurlants de la nuit de la mort de sa mère, il était toujours là. Au début, Jack les évitait tous les deux. Le chien lui rappelait Sarah, après tout, Hunter était son chien avant le meurtre, le seul survivant. Il avait essayé de la protéger et avait échoué. Dans la spirale de l'alcoolisme de Jack, cet échec était impardonnable. Il avait abandonné le chien au refuge, pris d'une rage aveugle. C'est Emma qui l'avait ramené, c'est Hunter qui ne l'avait plus jamais quitté. Le matin de la disparition d'Emma avait commencé comme tous les mardis. Jack l'avait déposée à l'école avec un baiser précipité et la promesse habituelle, à 3 heures. Hunter était assis à l'arrière du camion, la queue remuante, les yeux rivés sur Emma qui lui faisait signe d'au revoir. Elle aimait ce chien plus que tout, dira plus tard Madame Winters, son institutrice. On le voyait, elle ne faisait pas confiance à beaucoup de gens, mais ce chien était tout pour elle. À 15h15, Jack est revenu la chercher. La cour de récréation était vide. Pas d'Emma. La direction lui a dit qu'elle était venue la chercher plus tôt, qu'il y avait une urgence familiale. C'était pas toi. Jack sentit le sol s'effondrer sous lui. Non, personne d'autre n'est censé venir la chercher. En moins d'1 heure, le shérif Cooper avait envoyé des équipes de recherche ratisser les bois. À la tombée de la nuit, le FBI était impliqué et Hunter. Hunter était agité, faisait les 100 pas et aboyait, essayant de traîner Jack vers les arbres derrière l'école. Jack le tira en arrière en criant « Reprends-toi !» Comme si le chien était simplement en train de faire des bêtises. Il remarque quelque chose,
avait déclaré l'agent Reynolds. Cooper lui fit signe de partir. Nous avons des unités canines entraînées. On n'a pas besoin d'un animal souffrant de SSPT. Jack l'enferma donc dans la buanderie. Cette nuit-là, Hunter hurla si fort que les voisins fermèrent leurs fenêtres. Prenez un moment pour vous abonner à Accent Gravero pour les animaux pour plus d'histoires vraies de courage, de loyauté et des animaux qui se battent pour nous quand personne d'autre ne le fera. Ce n'est que le début. Quand Jack rentra chez lui après minuit et Emma toujours portée disparue, les recherches n'ayant révélé que des ombres où il était en pleine déconfiture, trempé, transi de froid, en colère contre le monde. Il ouvrit la porte de la buanderie. Hunter ne se précipita pas vers la nourriture ou l'eau. Il se dirigea directement vers le bureau, l'ancien bureau de Sarah, une pièce que Jack n'avait pas ouverte depuis le meurtre. Le berger griffa la porte en gémissant et en donnant des coups de patte. Jack s'exclama, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Frustré, il renversa une bouteille de whisky. L'odeur emplit la pièce. Hunter recula, mais ne le quitta pas du regard. Jack regarda dans ses yeux ambrés et vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, pas de peur, pas de défi, juste une déception silencieuse. Alors que Jack s'apprêtait à s'en prendre à nouveau, son téléphone sonna. « Agent Reynolds, on a trouvé son sac à dos, dit-elle. À Miller Creek. Il y a des traces de lutte. » Quand Jack se retourna, la porte d'entrée s'ouvrait. Hunter avait disparu. À l'aube, Hunter avait déjà parcouru 24 kilomètres sur ses pattes arrachées. Il avait traversé des ruisseaux, bravé des collines couvertes d'épines et flairé toutes les impasses que le monde pouvait lui offrir. Son odorat le conduisit au-delà des sentiers familiers d'Oakidge, jusqu'à un endroit que les habitants appelaient les Chines du Diable, une région de vieilles grottes, de routes minières oubliées et d'histoires de fantômes racontées autour des feux de joie. Cette nuit-là, caché sous des rondins et des branches, il trouva un bunker. Il la trouva, Emma. Elle était à l'intérieur, en pleurs, terrifiée mais vivante. Hunter ne parvint pas à l'atteindre par la lourde porte métallique, mais il pressa son museau contre l'ouverture du bas. Hunter. Sa voix était faible. Je savais que tu me trouverais. Elle lui raconta tout à voix basse, l'odeur de l'eau de Cologne, l'homme qui avait blessé sa mère, la fenêtre trop haute, le projet de la déplacer ce soir-là. Hunter grogna, puis, sans hésiter, disparut dans l'obscurité, rampant par un conduit d'aération à peine assez large pour son corps. Quelque part dans le couloir, un garde murmura, « Blackwood veut qu'elle soit partie avant minuit. » De retour au commissariat, l'agent Reynolds fixa un point clignotant sur la carte, le nouveau signal de la puce électronique de Hunter, celle qu'elle avait activée sans prévenir personne. Elle regarda Cooper. Il la trouva. Les doigts d'Emma passèrent par l'interstice sous la porte métallique, tremblant, sale et ensanglanté. De l'autre côté, Hunter colla son nez au béton froid, lui offrant le seul réconfort qu'il pouvait lui offrir. « Je savais que tu me trouverais, » murmura-t-elle. Hunter gémit profondément. L'odeur de cet endroit était inadéquate, béton humide, cigarette, huile pour arme à feu, et, sous tout cela, cette eau de Cologne chimique familière, celle qui persistait dans la maison de Jack la nuit où Sarah avait été assassinée. Hunter n'avait pas oublié. Emma non plus. « Il me transfère ce soir, » dit-elle d'une voix à peine audible. Un des hommes, il sent comme celui qui a blessé maman. Les yeux de Hunter se plissèrent, ses oreilles se tournant vers les pas qui approchaient dans le couloir. Quelqu'un arrivait. Il se glissa dans l'ombre juste au moment où la serrure tournait. Un garde entra, un plateau à la main. « C'est l'heure du dîner, princesse, » ricana-t-il. Il ne vit le flou de muscles et de fureur que trop tard. Hunter jaillit de l'ombre, les mâchoires serrées sur l'avant-bras de l'homme. Le plateau tomba au sol avec fracas, la nourriture se répandant sur le béton. L'homme hurla, la main tendue vers le pistolet à sa ceinture, mais Hunter avait été entraîné à ce genre de moment. Il ne lâcha pas prise. De l'autre côté de la ville, Jack se tenait dans sa cuisine, les yeux fixés sur la bouteille de whisky cassée par terre, la laisse qui lui pendait à la main et la porte ouverte où Hunter avait disparu.
La pluie frappait les fenêtres comme un tambour de guerre. Son souffle se coupa en se remémorant le regard de Hunter. Accusation, certes, mais plus que cela, détermination. Jack décrocha le téléphone. « Agent Reynolds », dit-il dès qu'elle répondit. Il est parti. Dans le bunker, le chaos s'installa. Le garde tituba en arrière et s'écrasa contre le mur pour repousser Hunter. De nouveaux cris résonnèrent dans le couloir. Emma profita de cette diversion pour sortir de sa chambre, pieds nus et tremblante. « Par ici », murmura-t-elle en conduisant Hunter vers une pièce de rangement dont elle se souvenait de son premier jour de captivité. À l'intérieur se trouvait une étroite fenêtre à près de 2 mètres du sol. Hunter s'arrêta en dessous. « Tu veux que je grimpe sur toi ?» Le chien resta parfaitement immobile. Elle grimpa sur son dos, s'aidant de ses épaules, et se hissa vers la minuscule fenêtre. Ses doigts trouvèrent le loquet, il s'ouvrit en grinçant. L'air frais s'engouffra. Elle se faufila par l'ouverture et se laissa tomber dans l'herbe haute, le cœur battant. « Viens, chasseur », appela-t-elle, mais le berger resta. La fenêtre était trop étroite pour sa forte carrure. Hunter aboya une fois, doucement et avec insistance. « Ils vont t'attraper, » dit-elle, les larmes aux yeux. Hunter aboya de nouveau, puis se tourna pour faire face aux cris qui résonnaient dans le couloir. Il allait lui faire gagner du temps. Emma courut. Elle ne se retourna pas et ne ralentit pas jusqu'à ce qu'elle entende son nom, Emma. Elle se figea. Cette voix. Elle pivota sur elle-même. Le docteur Sarah Andrew, la vétérinaire bien-aimée d'Oakidge, sortit des arbres, toujours vêtue de sa blouse de laboratoire, son sac vétérinaire en bandoulière. « Docteur Andrew », s'exclama Emma. « Hunter m'a trouvé, il est toujours à l'intérieur. » Reynolds n'hésita pas. Elle leva son arme de poing et la pointa directement sur le docteur Andrew. Main en l'air. Mais c'était trop tard. La femme avait déjà fouillé dans son sac. Hunter jaillit de la cime des arbres, s'écrasant sur elle comme un météore. La seringue lui échappa des mains. Elle heurta violemment le sol. De retour en ville, la nouvelle se répandit rapidement. Le bureau du shérif d'Oakidge organisa une descente complète dans le bunker. Des dizaines d'agents ratissèrent la forêt. À l'intérieur, ils découvrirent les preuves d'un réseau de trafic bien organisé. Mais Blackwood, le philanthrope bien-aimé et fondateur du centre de jeunesse, avait disparu, tout comme son entourage. Seuls les fantassins restèrent, ensanglantés et arrêtés. Emma et Hunter furent transportés d'urgence à l'hôpital. Elle avait de légères égratignures, lui ne tenait plus qu'à un fil. La salle d'attente d'Oakidge Memorial était plongée dans le silence. Jack était assis dans un coin, des mains couvertes de sang qui n'était pas le sien. Emma dormait recroquevillée sur le siège à côté de lui, enveloppée dans une couverture chaude. Toutes les 2 ou 3 minutes, elle remuait et murmurait « Hunter va bien. » « Il se bat, » disait Jack. Comme toujours. Dans l'aile vétérinaire, le docteur Patel travaillait sans relâche. Les blessures de Hunter étaient graves, lésions pulmonaires, hémorragie interne, mais pourtant, il ne lâchait pas prise. Il ne fait pas que survivre, murmura le médecin. Il choisit de survivre. Quelques heures plus tard, Emma était assise aux côtés de Hunter et caressait la fourrure de son oreille. Il savait, murmura-t-elle. Qui ? Demanda Jack en la regardant. L'homme qui m'a emmené portait la même eau de Cologne que celle qui est venue chez nous la nuit où maman est morte. Et la même que celle du docteur Andrew. Jack sentit le fond s'effondrer. Blackwood, murmura-t-il. Il était là, c'était lui que Hunter avait flairé depuis le début. L'agent Reynolds entra, le bras en écharpe. J'ai besoin de vous parler en privé, dit-elle. Jack ne voulait pas quitter Emma, mais Reynolds fit un signe de tête à une infirmière. Elle restera avec elle. Dans le couloir, Reynolds est allé droit au but, c'est plus important que prévu. Jack la regarda fixement. Blackwood a mené cette opération sur toute la côte est, utilisant ses programmes jeunesse pour identifier et préparer les jeunes. Sarah a trouvé la solution.
Ma femme? Jacques déglutit. Elle montait un dossier. Elle n'est pas tombée dessus par hasard, a déclaré Reynolds. Elle a laissé derrière elle bien plus que vous ne le pensez. Plus tard dans la nuit, Emma s'endormit enfin. Jacques s'assit près du lit de Hunter et murmura, « Tu essayais de la protéger cette nuit-là. » Je le sais maintenant. Hunter ne bougea pas, mais son moniteur cardiaque émettait un bip continu. Jacques posa la main sur le flanc du chien. « Tu n'as jamais abandonné, même quand je l'ai fait. » Le lendemain matin, Reynolds revint avec des nouvelles. « Les images de sécurité de la station, dit-elle. Il y a un problème avec Hunter. » Oh là? Quoi? C'est plus épais qu'avant. On pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ils le sortirent du stockage. Un technicien médico-légal l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur, ils découvrirent une petite capsule étanche contenant une carte micro SD. Reynolds la contempla avec une révérence presque admirative. Jackpot. Tandis que les agents emmenaient les preuves dans un laboratoire sécurisé, Emma entraîna Jacques dans le jardin de l'hôpital pour une petite promenade. Hunter, toujours bandé, marchait lentement à leur côté. « Il cherche quelque chose, dit soudain Emma. Tu vois comme ses oreilles bougent sans arrêt? » Jacques observait. « Il ne fait pas que marcher, il scrute. » Emma hocha la tête. « Maman a dit qu'il savait garder des secrets. Elle a dit qu'il pouvait trouver des trésors. » Jacques s'agenouilla, le cœur battant. Un trésor. Elle cachait des choses dans le jardin et disait, « Trouve le trésor, chasseur. » Jacques retint son souffle. « Emma, dit-il doucement, est-ce que ta mère a déjà caché quelque chose dans l'étang derrière notre maison? » Emma pencha la tête. « Je ne sais pas, mais Hunter, lui, le ferait. » Hunter dressa l'oreille au nom de Sarah. Il écoutait. Jacques se leva. « Je dois passer un appel. » L'étang derrière la maison de Jacques Mitchell n'avait rien d'extraordinaire, quelques quenouilles le long du bord, un banc en bois à moitié pourri, et une eau trouble où ne reflétait que le ciel gris et les feuilles mortes. C'était un endroit calme, le genre d'endroit où le chagrin s'installe comme de la vase. Mais cet après-midi-là, quelque chose bougea sous la surface. Hunter se tenait au bord, les yeux rivés sur l'eau, les muscles contractés malgré les bandages. L'agent Reynolds, accroupi à proximité, l'observait. « Vous en êtes vraiment sûr? » Jacques hocha la tête d'un air sec. Emma raconta que Sarah l'entraînait ici, cacher des objets sous l'eau et lui dire de trouver le trésor. « Tu as une idée des preuves qui pourraient se trouver là-dessous? » La voix de Jacques se brisa. « Si Sarah le touche, ce sera énorme, et ce sera tout. » Reynolds expira. « Très bien. Voyons voir ce que ce chien a dans le ventre. » Jacques s'accroupit près du berger allemand et posa une main sur sa fourrure trempée. « D'accord, mon garçon, murmura-t-il. C'est la dernière chose qu'elle t'a demandé. Finissons-en. » Il regarda Hunter dans les yeux. « Trouve le trésor. » Le chien n'hésita pas. Malgré ses blessures et la fatigue qui pesait encore sur lui, Hunter entra dans l'eau comme s'il l'avait fait 100 fois. En quelques instants, il nageait. Il pagaya vers le centre de l'étang, marqua une pause, puis plongea. Emma observait depuis la voiture garée à proximité, les mains collées à la vitre. Le docteur Patel, assis à côté d'elle sur le siège passager, observait nerveusement l'étang. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demanda Emma. « Il fait ce pourquoi il a été dressé », répondit le docteur. « Mais il se donne plus que n'importe quel chien ne devrait, surtout après ce qu'il a déjà vécu. » De retour au bord de l'eau, la surface ondulait, et Hunter émergea, un objet serré dans sa bouche. Jacques courut et attrapa l'objet dégoulinant et maculé de boue. C'était une boîte en plastique étanche de la taille d'une boîte à lunch. Hunter se retourna sans tambour ni trompette et replongea. À la fin, il avait récupéré 5 boîtes identiques. Finalement, il tituba hors de l'eau et s'effondra aux pieds de Jacques. Reynolds appela immédiatement son équipe technique.
À l'intérieur de la première valise se trouvaient des photos, des documents financiers et un petit dictaphone. Jacques reconnut immédiatement l'écriture, c'était celle de Sarah. Reynolds brandit un dossier rempli de virements de comptes, de noms de sociétés et de biens immobiliers. Cela relie Blackwood à 3 sociétés offshore liées au trafic d'enfants, dit-elle en feuilletant les pages, presque essoufflée. Jacques, ce n'est pas qu'une simple affaire. C'est toute l'opération. Jacques ne répondit pas. Il était trop occupé à s'agenouiller près de Hunter et à murmurer, « Bravo. Tu as réussi. Tu as vraiment réussi. » Cette nuit-là, de retour à la planque, Jacques n'arrivait pas à dormir. Il était assis à la table de la cuisine, une main serrée contre une tasse de café noir, l'autre tenant une enveloppe cachetée qu'il avait trouvée dans la dernière affaire. Elle était simplement adressée, pour Jacques, de la main de Sarah. Il la reconnaîtrait entre tous. Ses doigts tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre et une petite clé USB. La lettre était datée de la semaine précédant sa mort. « Jacques, si tu lis ceci, il m'est arrivé quelque chose. Sache que j'ai tout fait pour te protéger, toi et Emma. Mais Blackwood est dangereux. Je me suis trop approché et je savais que mon temps était compté. J'ai dressé Hunter pour ça, pour le jour où je ne pourrais pas être là. Ce n'est pas qu'un chien. C'est un garde, un messager, un soldat. Mais surtout, c'est un membre de la famille. Fais-lui confiance, même si tu n'as pas confiance en toi-même. Tu es plus fort que tu ne le penses. Je t'aime. J'aime notre fille. Protège-la et, le moment venu, enterre-les avec la vérité. Sarah. Jacques fixa le papier pendant un long moment avant de le plier et de le presser contre sa poitrine. Le lendemain matin, l'agent Reynolds entra, le regard fatigué et les informations fraîches. Blackwood a pris contact. Jacques se raidit. Quoi? Il propose un échange, la sécurité d'Emma contre les preuves originales. Il pense que nous n'avons que des copies. Jacques serra les dents. Il veut un rendez-vous, n'est-ce pas? Reynolds hocha la tête. Demain soir. Lieu privé. Vas-y seul, dit Jacques en regardant par la fenêtre. C'est un piège. Absolument. Pendant ce temps, en ville, l'histoire avait fait le tour du monde. Les chaînes d'information locales rapportaient qu'un chien héros avait mené le FBI sur un réseau de trafic criminel. L'hôpital était inondé de fleurs et de cartes pour Hunter. Des inconnus envoyaient des dons, des jouets et des friandises pour chiens. Une carte disait simplement « Merci de l'avoir ramené à la maison ». Ce soir-là, Jacques emmena Emma se promener dans la ferme. Hunter marchait à leur côté, plus lentement maintenant, mais plus fort chaque jour. « Papa, demanda Emma, tu crois que maman est fière de lui ?» Jacques baissa les yeux vers le berger allemand balafré, puis vers sa fille. « Je crois qu'elle est fière de vous deux. » Emma s'arrêta, le regard scrutant l'horizon. Elle disait que Hunter flairait le mensonge. Jacques sourit. Elle n'avait pas tort. Les ambulanciers conscients se sont occupés du docteur Andrew. Elle survivrait. Reynolds accourut, jeta un coup d'œil à Hunter et attrapa la radio. Nous avons besoin d'une évacuation médicale au traumatisme animalier Richmond, priorité 1. L'infirmière secoua la tête. Il n'est pas assez stable pour bouger. Emma essuya ses larmes et se leva. Si, il l'est. La fille, autrefois silencieuse, regarda maintenant tous les adultes dans les yeux. Ma mère l'a dressé pour ça. Il fait le mort. Il l'a déjà fait. Il attend juste que ce soit à nouveau sans danger. Tout le monde se figea. Reynolds s'accroupit à côté d'elle. Emma, qu'as-tu dit? Il n'est pas mourant, dit-elle. Il se cache. Jacques croisa le regard de l'agent. Elle a raison. 1 heure plus tard, un hélicoptère atterrissait. Hunter était installé sur un brancard, des perfusions dans les 2 jambes, la tension artérielle ne tenant qu'à un fil. Emma refusait de lâcher sa patte. Elle murmura dans l'air, « Tu as promis à maman de nous protéger. »
tu as tenu ta promesse. Maintenant, laisse-moi tenir la mienne. Je vais te ramener à la maison. Au centre de traumatologie vétérinaire de Richmond, l'équipe attendait. Ils avaient préparé une salle d'opération, stocké du sang canin et réglé tous les rendez-vous. Son état est critique, a déclaré le chirurgien en chef. Plusieurs plaies rouvertes, lésions pulmonaires, il est en état de choc. Peut-il s'en sortir, a demandé Jacques. Le médecin a marqué un temps d'arrêt. S'il n'était pas le chien qu'il est, je dirais non. Les heures passèrent. La salle d'attente était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du distributeur et des bips des moniteurs. Emma s'était endormie sur les genoux de Jacques. Le docteur Patel arriva avec du matériel, Reynolds apporta des nouvelles. Et puis, enfin, le chirurgien sortit. Jacques se leva. Comment va-t-il? L'homme retira ses gants. Il est vivant. Il a survécu à l'opération, mais les prochaines 24 heures seront incertaines. Jacques baissa les yeux vers sa fille, toujours endormie. Elle a dit qu'il faisait le mort, murmura-t-il. Elle avait peut-être raison, répondit le médecin. Je n'ai jamais rien vu de tel. Cette nuit-là, ils furent autorisés à le voir. Hunter gisait dans une cage de convalescence, branché à l'oxygène et enveloppé dans une gaze propre. Sa respiration était régulière mais faible. Emma entra la première. Il ouvrit les yeux rien que pour elle. « Salut, mon pote », murmura-t-elle. « On est en sécurité maintenant. » Hunter émit un léger gémissement. Elle s'agenouilla près de lui, posant sa main sur sa tête. « Je te l'avais dit, dit-elle. Tu n'as pas fini. » À travers la ville, les derniers éléments se sont mis en place grâce aux témoignages du docteur Andrew et aux aveux de Blackwood. Les forces de l'ordre ont perquisitionné des dizaines d'établissements liés au réseau de trafiquants. Des enfants ont été secourus et des foyers réunis. Les preuves de Sarah à chaque dossier, enregistrements et photos ont été rendues publiques. Elle est devenue une héroïne nationale. Mais pour Jacques et Emma, elle était encore plus puissante, la femme qui prévoyait tout, la mère qui préparait sa fille même à la mort, l'épouse qui croyait en un chien alors que personne d'autre n'y croyait. Les jours suivants, Jacques veilla près du lit de Hunter. Quand Hunter se releva enfin en chancelant, lent, mais debout, le personnel applaudit. Lorsqu'il aboya de nouveau pour la première fois, Emma pleura non pas par peur, mais parce qu'elle savait que le combat était terminé et qu'ils avaient gagné. Le soleil se levait sur les Blue Ridges lorsqu'Hunter fit ses premiers pas sans aide. Ses jambes tremblaient, ses muscles s'affaiblissaient, mais il avançait quand même, déterminé et déterminé. Jacques se tenait près du chenil de récupération, une tasse de café dans une main et une laisse dans l'autre. Emma était assise en tailleur par terre, retenant sa respiration. « Tu y arrives » murmura-t-elle. « Bon garçon. » Hunter marqua une pause, la regarda et laissa échapper un léger soupir. Ce n'était pas un aboiement, ce n'était pas vraiment de la force, mais c'était suffisant. Le docteur Patel s'avança silencieusement, observant la scène. Il guérit plus vite que prévu, il a une volonté et un cœur solide. Jacques esquissa un sourire fatigué mais reconnaissant. Il avait toujours eu plus de cœur que tous les autres réunis. Le monde extérieur à leur petite orbite continuait de tourner. Blackwood était désormais en détention fédérale, sans caution, plus aucune influence pour acheter le silence. Il encourait plusieurs peines de prison à perpétuité. Et avec le témoignage de Sarah rendu public, il n'y avait plus aucune possibilité de retour en arrière. Le docteur Andrew était resté dans un centre de détention, se remettant de ses blessures et attendant son procès. Ses aveux avaient comblé les dernières lacunes, elle était au courant du réseau de trafiquants et avait préféré la loyauté à la morale, mais elle avait finalement bronché, et cette hésitation avait sauvé la vie d'Emma. Reynolds avait dit à Jacques à voix basse, il y a très peu de chances qu'elle obtienne un peu de clémence, pas le pardon, mais peut-être la rédemption. Jacques n'avait pas l'énergie de s'en soucier. Tout ce qui comptait désormais, c'était la suite. Quelques jours plus tard, Jacques préparait un petit sac de voyage lorsqu'une infirmière de l'hôpital l'aborda dans le couloir. « Monsieur Mitchell,
nous avons trouvé quelque chose. Elle lui tendit une simple boîte en bois, ancienne, lisse, fabriquée à la main. Elle se trouvait sous le lit de Hunter, l'équipe du FBI l'avait trouvée en collectant des preuves chez vous. Sur le couvercle, gravé en cursive délicate, étaient inscrits les mots de la main de Sarah. La poitrine de Jacques se serra lorsqu'il attrapa la boîte. À l'intérieur se trouvaient deux choses, une enveloppe scellée et un petit dictaphone. Ses mains tremblaient tandis qu'il s'asseyait dans la salle d'attente. Emma et Hunter dormaient encore aux soins intensifs. Pour une fois, le monde était silencieux. Il appuya sur lecture. La voix de Sarah résonna, douce mais ferme. « Jacques, si tu entends ça, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Je suis désolé de ne pas avoir pu tout te dire de mon vivant. Je pensais avoir plus de temps. Je pensais être suffisamment prudente, mais je savais aussi que si jamais quelque chose arrivait, j'aurais besoin de toi pour terminer ce que j'avais commencé. » Jacques se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les yeux brûlants. « Tu m'as toujours dit que tu n'étais pas doué avec les sentiments, mais tu avais tort. Tu aimais fort, mais parfois tu ne savais pas le montrer. C'est pour ça que j'ai entraîné Hunter, non seulement pour protéger Emma, mais aussi pour te guider si tu te perdais. Il y a une lumière en toi, Jacques, je l'ai vu la première fois que tu es entré dans ma vie avec ce sourire en coin et le rire le plus bruyant de la pièce. Ne laisse pas ma mort éteindre cette lumière. Ne la laisse pas s'éteindre au chagrin ou à la culpabilité. Tu es toujours son père. Tu es toujours toi. » Jacques avait l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. La voix de Sarah, après tout ce temps, conservait cette force tranquille, cette foi inébranlable en lui, même lorsqu'il n'arrivait pas à croire en lui-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être présent, l'aimer, et quand elle te posera des questions sur moi, ne me fais pas passer pour un fantôme. Fais de moi quelqu'un de réel et fais confiance au chien, Jacques. Il est plus intelligent que nous tous. Il y eut un silence. Alors je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Continue. Elle a besoin de toi. Et moi aussi. La bande s'arrêta sur un léger clic. Jacques resta immobile. Il resta assis là, les yeux rivés au mur, s'accrochant à sa voix comme à une bouée de sauvetage. Ce soir-là, il lut la lettre à voix haute à Emma. Elle pleura. Lui aussi. Et Hunter, allongé à leurs pieds, laissa échapper un long soupir de contentement. C'était le son de la paix. Les semaines passèrent. Hunter sortit du centre de traumatologie avec pour consigne de marcher légèrement, de se reposer suffisamment et de subir des examens de suivi. Mais personne ne put l'empêcher de faire ce qu'il voulait, rester constamment aux côtés d'Emma. Ils retournèrent à Oak Ridge en silence. La maison sentait encore le souvenir, mais elle ne semblait plus hantée. Jacques passa quelques jours à vider le bureau de Sarah non pas pour l'effacer, mais pour la mettre en lumière. Il encadra ses prix de journalisme et plaça une photo d'elle avec Emma sur la cheminée. Il remplaça les bouteilles d'alcool poussiéreuses par des livres. Et chaque soir, il préparait le dîner même si ce n'était qu'un croque-monsieur et tous trois s'installèrent à nouveau à table comme une famille. Hunter eut sa propre chaise, bien sûr. Un matin, alors que la première neige de la saison recouvrait le porche, Jacques trouva Emma debout près de la porte coulissante en pyjama. Elle regardait l'étang. Hunter était assis à côté d'elle, la queue se balançant paresseusement. « Tu réfléchis ?» demanda Jacques en lui tendant une tasse de chocolat chaud. Elle hocha la tête. « Je me souviens, c'est tout. » « Quelque chose de particulier ?» Emma but une gorgée, puis leva les yeux vers lui. « Tu crois que maman savait qu'elle allait mourir ?» Jacques hésita. Je pense qu'elle connaissait le danger, mais elle espérait pouvoir l'arrêter à temps. Emma resta silencieuse un instant. Elle ne se contenta pas de laisser des preuves, elle laissa des instructions. Jacques haussa un sourcil. Elle a dit à Hunter quoi faire. Elle lui faisait plus confiance qu'à quiconque, encore plus qu'à toi. Jacques ne s'en offusqua pas. Il sourit. Elle avait généralement raison. Plus tard dans la semaine,
l'agent Reynolds passa. Elle avait l'air différente sans son uniforme du FBI, plus détendue, toujours vive d'esprit mais humaine. Elle apportait des donuts et des nouvelles de l'affaire. Les dossiers que Sarah a conservés mènent à de nouvelles arrestations à travers le pays. Son travail contribue à démanteler quelque chose de bien plus important que nous l'imaginions. Elle marqua une pause. Elle a tout changé. Jacques baissa les yeux vers l'enregistreur sur la table de la cuisine. Oui, elle l'a toujours fait. Alors que Reynolds partait, elle s'agenouilla pour gratter Hunter derrière les oreilles. Tu as bien fait, partenaire, dit-elle doucement. Hunter lui lança un regard qui ressemblait presque à de la fierté. Ce dimanche-là, tous les trois, Jacques, Emma et Hunter, se rendirent sur la tombe de Sarah. Des fleurs fraîches y étaient déjà déposées par des inconnus. Emma ajouta les siennes, un bouquet de marguerites sauvages enveloppées de rubans. Ils restèrent un moment silencieux. Puis Jacques prit une grande inspiration. Avant, je venais ici et je ne ressentais que de la culpabilité, dit-il. Je me blâmais. Je blâmais ce chien. Je me renfermais. Mais tu m'as ramené à la vie, et tu as ramené Hunter. Et tu ne m'as jamais abandonné. Hunter ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Jacques s'avança et s'agenouilla près de la pierre tombale. Je te le promets, Sarah, je vais bien l'élever. Je vais lui offrir la vie dont tu as rêvé. Et quand elle me posera des questions sur toi, je lui dirai la vérité ou toutes, même les moments difficiles. Emma s'approcha de lui et posa la tête sur son épaule. Elle sait déjà que tu étais courageux, murmura Jacques. Maintenant, elle saura que tu étais aussi brillant, gentil, drôle et authentique. Hunter était assis entre eux, silencieux mais ferme. Tous les trois toujours là, toujours debout. De retour à la maison, Emma sortit un vieux carnet de son sac à dos et le tendit à Jacques. Qu'est-ce que c'est? Mon histoire, dit-elle. Je l'écris pour les autres enfants, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Jacques ouvrit la première page. D'une écriture soignée, il était écrit. Je m'appelle Emma Mitchell. J'ai été enlevée, mais je n'ai jamais été vraiment perdue, parce que quelqu'un a toujours cru en moi, parce qu'un chien nommé Hunter n'a jamais cessé de me chercher, et parce que ma mère a laissé une carte. Voici notre histoire. 1 an plus tard, la ferme avait changé pas seulement à cause de la nouvelle peinture ou du potager que Jacques et Emma avaient planté ensemble, pas seulement parce que la véranda était désormais équipée d'une balançoire, mais parce que l'air y était différent au plus léger, comme si le poids du chagrin avait enfin commencé à s'alléger, un souffle après l'autre. Cela faisait 365 jours qu'ils avaient ramené Hunter du centre de traumatologie, que Jacques avait ouvert le dernier message de Sarah, qu'ils avaient choisi de vivre, et non pas de survivre. Et aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. C'était la cérémonie de départ à la retraite de Hunter. La caserne de pompiers de la petite ville n'avait jamais vu autant de monde. Des rangées de chaises pliantes étaient occupées par des voisins, des journalistes, des enfants portant des pancartes « Merci, Hunter ». Et même quelques agents du FBI. Jacques ajustait maladroitement sa cravate sur le podium, tandis qu'Emma se tenait à ses côtés, tenant fièrement la laisse de Hunter. Le berger allemand, désormais complètement rétabli, était assis, alerte, le torse bombé, la queue remuant doucement. Il portait un gilet personnalisé sur lequel était écrit « Retraité ou toujours un héros ». Jacques s'éclaircit la gorge. Mes amis, je ne suis pas un homme à grand discours, mais aujourd'hui, je dois essayer. Le silence se fit dans la salle. Il y a 1 an, j'étais perdu. Je croulais sous le chagrin. Et puis tout a basculé, non seulement parce qu'un homme méchant a été arrêté, mais aussi parce qu'un chien a refusé d'abandonner, et parce qu'une petite fille a cru en nous deux. Il marqua une pause, regardant Emma. Et parce que ma femme a laissé derrière elle un héritage plus fort que la peur. Quelques reniflements retentirent dans la salle. Hunter n'a pas seulement sauvé Emma, il m'a sauvé aussi. Et aujourd'hui, nous lui rendons hommage, non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il a donné en retour. Jacques s'agenouilla près du chien et sortit délicatement le gilet d'une petite boîte en bois.
Il en sortit une nouvelle médaille gravée d'une simple phrase, « Toujours fidèle, famille pour toujours ». Il l'accrocha au collier de Hunter. « Bienvenue à la retraite, mon pote. » La foule applaudit à tout rompre. Hunter n'aboya pas. Il ne bougea pas. Il se pencha simplement contre la poitrine de Jack, ferma les yeux et soupira. Après la cérémonie, ils rentrèrent chez eux pour une fête bien à eux, des amis proches, des cupcakes, une table remplie de vieilles photos et des rires. Les rires, rares depuis si longtemps, coulaient à flots. Reynolds resta tard. Elle déménageait dans un nouveau bureau à Seattle, mais avait fait le voyage pour ce jour-là. « Tu as déjà pensé à tout écrire ?» demanda-t-elle à Jack en sirotant un thé glacé sur la balancelle. Il fit un signe de tête vers la cuisine où Emma montrait son livre d'histoire fait maison à 2 autres enfants. « Je n'en ai pas besoin. Elle le fait déjà. » Reynolds sourit. « Alors je pense que tout ira bien. » Ce soir-là, après le départ de tous et le ciel étoilé, Jack s'assit seul au bord de l'étang. Hunter était allongé à côté de lui, la tête appuyée sur les bottes de Jack. L'eau scintillait le même étang où Sarah avait caché la vérité, où un chien maltraité avait autrefois nagé dans la douleur pour faire remonter l'espoir à la surface. Jack sortit une lettre, la dernière qu'il avait écrite ce matin-là. Il la déplia lentement. « Sarah, tu m'as dit un jour que le chagrin pouvait soit endurcir, soit briser quelqu'un. Pendant un temps, je l'ai laissé m'endurcir. J'ai repoussé les gens. Je me suis repoussé moi-même. Mais tu m'as ouvert un chemin de retour par ta voix, par Emma, par lui. J'aimerais que tu la vois maintenant courageuse, drôle, tellement comme toi. Ça fait mal parfois, mais de la meilleure des manières. On va bien maintenant. Je pense au non, je sais qu'on va s'en sortir. Merci de ne jamais nous avoir abandonnés. Je te porterai toujours. Jack. » Il plia la lettre et la laissa tomber dans l'eau, où elle flotta brièvement avant de couler comme une promesse absorbée par la terre. Au cours des mois suivants, la vie continua à s'accélérer. Emma entra en CM1. Elle s'inscrivit au journal de l'école et publia son premier article, « Comment mon chien m'a sauvé, moi et le monde ». Jack commença à faire du bénévolat au refuge local, soignant des chiens en difficulté, comme Hunter l'avait été autrefois. Ils construisirent une nouvelle clôture, plantèrent des tournesols et adoptèrent un chiot adopté nommé Cody, un labrador croisé un peu loufoque, plus énergique que raisonnable. Hunter approuva. Il passa sa retraite à bronzer, à patrouiller sur le porche et, parfois, quand la nuit était trop calme, à se blottir au pied du lit d'Emma, comme au bon vieux temps. À l'anniversaire du décès de Sarah, ils ont organisé une petite cérémonie au bord de l'étang. Pas de discours, pas de larmes, juste de la musique, des bougies et des histoires. Emma a lu son journal, ma mère disait que l'amour ne se perd pas, mais qu'il s'acquiert. Au début, je ne comprenais pas, mais maintenant, je comprends. Parce que chaque fois que je regarde Hunter, je vois son amour. Chaque fois que je ris avec papa, je le ressens. L'amour ne meurt pas, il change simplement de forme. Jack a placé une petite sculpture en bois près du banc, un berger allemand avec des ailes d'Angers, en dessous, une plaque, Sarah Mitchell, mère, épouse, guerrière. Elle a illuminé le chemin, nous avons suivi la lumière. Ce soir-là, tandis qu'il regardait les lucioles danser dans les champs, Emma s'appuya contre Jack. « Tu crois que maman est fière de nous ?» Jack sourit. « Je crois qu'elle n'a jamais cessé d'être fière. » Hunter remua la queue comme pour acquiescer. Emma rigola. « Et tu crois que Hunter sait qu'il est un héros ?» Jack ébouriffa la fourrure du chien. « Je crois qu'il sait qu'on l'aime, et c'est ce qui compte le plus. » Une dernière chose avant de conclure cette histoire, merci d'avoir suivi ce voyage, du premier aboiement au dernier souffle de paix, d'avoir cru au lien qui unit une fille, son chien et un père brisé, qui a trouvé la guérison dans leur amour. Cette histoire ne parlait pas seulement de danger ou d'obscurité, elle parlait d'endurance, de loyauté, de famille et d'espoir. Nous aimerions connaître votre avis, que feriez-vous si votre chien essayait de vous guider? Le suivriez-vous sans poser de questions?
Avez-vous déjà eu un animal de compagnie qui, vous jurez-vous, vous comprenez mieux que la plupart des gens? Laissez vos réponses ci-dessous, nous les lirons toutes. Et si l'histoire de Hunter vous a touché, partagez cette vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à Heroes for Animal pour découvrir d'autres histoires poignantes comme celle-ci. De la part de nous tous, merci.